Le philosophe Robert Redeke est de retour. Il a décidé cette fois de s'intéresser au rapport que les Occidentaux entretiennent avec la vieillesse et il tente, dans un livre, de réhabiliter le troisième âge avec force, car selon lui, le génocide du XXIe siècle pourrait bien être le gérontocide. Pourquoi? Comment l'éviter? Bonsoir Robert Redeke. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes l'auteur de ce livre intitulé « Bienheureuse vieillesse », un essai qui paraît aux éditions du Rocher. Alors votre titre est beau, hein, il y a ce sourire de cette femme. Et pourtant, dès les premiers mots, dans le préambule, vous vous élevez contre la jeunesse, ou pour être très précis, contre le jeunisme dont font preuve, selon vous, les sociétés occidentales. Expliquez-nous votre pensée. Oui, ce n'est pas un livre de développement personnel. Il y a de l'ironie dans ce titre et dans cette façon de le présenter. Bon, je crois que ce que vous venez d'appeler le jeunisme, c'est à la fois, c'est une idéologie qui à la fois sert à exclure la jeunesse de l'entrée dans la vie, hein, contrairement aux apparences. Cette adoration de la jeunesse qui est propre aux sociétés occidentales depuis la fin des années 50, début des années 60, et l'exclusion de la jeunesse, c'est la même chose. Elle est à la fois, cette jeunesse, adorée et exclue. Elle ne peut pas entrer dans la vie. Elle est le revers d'autre chose, qui est le pouvoir des vieux, qui est la gérontocratie. Chacun, nous pouvons remarquer que nous vivons dans une société à la fois jeuniste, où le discours est en permanence un discours de l'intensité, de la vitalité, de la forme. Il ne faut pas que son âge paraisse. Et en même temps, on voit très bien que les jeunes sont laissés de côté, sont sacrifiés. On pourrait revenir sur ce mot sacrifice. Et que tout, finalement, le pouvoir, les richesses, les avantages de la vie, ce sont les plus âgés qui les conservent, en gardant le discours jeuniste. Donc ce que je veux dire, c'est que le jeunisme, finalement, favorise la gérontocratie et joue contre la jeunesse. En quoi, selon vous, cette réalité que vous nous décrivez est-elle, d'une certaine manière, le pivot d'une société de consommation? Une société de consommation, c'est une société de l'éternel présent, c'est-à-dire du renouvellement permanent sans que le temps en vienne à bouger. Une société de consommation, c'est une société sans passé ni avenir, où l'on ne regarde pas le passé, où l'on ne regarde pas l'avenir. C'est une société de l'être présent, d'où le culte de la jeunesse. Mais une jeunesse que l'on a... Parce que biologiquement et culturellement, la jeunesse est un passage, c'est un moment de la vie. Or, la société de consommation, c'est la société qui, paradoxalement, éternise ce passage, qui transforme ce passage en une éternité. Si bien que vous avez 80 ans, eh bien, vous devez, c'est un impératif qui vous est imposé, vous devez raisonner et même paraître physiquement, comme si vous aviez 20 ans. Mais d'ailleurs, il y a un marché aussi pour les personnes âgées aujourd'hui, loisirs, tourisme. Oui, il y a un marché un marché dans lequel on fait croire à ces personnes, ou elles se font croire qu'elles sont toujours jeunes, et on voit apparaître ce que les sociologues appellent les quinquados. Les quinquados. Vous connaissez adolescents, il y a les quinquados. Voilà, c'est-à-dire les quinquagénaires qui restent adolescents, qui restent, qui jouent, ou qui dans leur mentalité sont adolescents. Je crois que c'est une perversion de l'humanité et que l'on perd en refusant les âges de la vie comme passage. Je crois que l'on perd le sens de l'existence. Imaginez une vie dans laquelle on aurait toujours été jeune jusqu'à 75 ans, c'est finalement une vie ratée. C'est une vie ratée parce qu'on n'aura pas connu la maturité, on n'aura pas connu la vieillesse. Vous soulevez plusieurs exemples concrets dans ce livre qui matérialisent ce refus de la vieillesse dans les sociétés occidentales, avec un chapitre intitulé « Le Viagra, un attentat contre la vieillesse ». Oui, on pourrait en dire la même chose du Botox, ainsi de suite.
un attentat contre la vieillesse parce que, au-delà de la nostalgie de la jeunesse qu'il y a dans le Viagra, il y a la mécanisation de la sexualité, parce que finalement, quelle est la caractéristique de la sexualité humaine? C'est la fragilité, c'est l'incertitude, et c'est sur cette incertitude, sur ce jeu de l'incertitude que peut apparaître l'amour. Voilà. Lorsque la sexualité est mécanisée, je doute que l'amour puisse apparaître. Vous savez, la théologie, je m'excuse d'employer quelque chose de savant, a fait de la sexualité finalement le point de jonction de l'âme et du corps. D'où tous les problèmes religieux autour de la sexualité. Il y a derrière quelque chose de très profond. Et je crois que la mécanisation par le Viagra, qui rend toutes les choses sûres, assurées, détruit la possibilité même de l'amour. Donc c'est pas seulement un attentat contre la vieillesse, je crois que c'est un attentat contre l'amour lui-même. Et vous allez jusqu'à parler, Robert Edeker, de gérontocide, qui serait donc la menace, en tout cas le risque d'un génocide des personnes âgées au XXIe siècle. Oui, ce livre essaie d'être un livre d'après la catastrophe, en espérant qu'elle n'ait pas lieu. Bon, le gérontocide, c'est-à-dire l'élimination physique massive des vieux, est tout à fait une possibilité. Enfin, l'humanité a montré de quelles horreurs elle était capable, de toute façon, dans ce genre de choses. Mais d'un autre côté, il est peut-être en douce déjà présent. Rendre difficile l'accès aux soins à partir d'un certain âge. Avec des mutuelles de plus en plus chères. Avec des mutuelles de plus en plus chères. Retarder pour les métiers pénibles, très difficiles, enfin difficiles physiquement pour les classes populaires, l'âge de la vieillesse, n'est-ce pas une façon, déjà, au moins pour les classes populaires, de se débarrasser, avec un discours utilitariste, de se débarrasser de ceux dont on estime qu'ils ne servent plus à grand-chose et qu'ils coûtent cher. Et vous dites ça a déjà commencé donc avec la paupérisation des retraités, voire à l'avenir à une disparition éventuelle du système de retraite. Vous l'avez esquissé tout à l'heure en parlant de la jeunesse et de la vieillesse. Vous pointez du doigt comme corollaire la disparition de la transmission du savoir dans l'école, du savoir et donc du passé. Oui, nous avons une crise grave, importante de l'école. C'est d'ailleurs le thème de mon prochain livre sur le prochain chez le même éditeur, un prochain éditeur. Et cette crise, qui est une crise que l'on perçoit dans la langue elle-même. C'est la transmission de la langue qui est en grande difficulté aujourd'hui. Et la langue, c'est plus que la fenêtre ouverte sur le passé, c'est la présence du passé et la présence de l'histoire chaque jour, dans la façon dont nous nous exprimons. Bon. Une crise dans la transmission de la langue, c'est la crise du rapport au passé. Autrement dit, ce que nous appelions tout à l'heure la société de consommation qui idolâtre le présent et qui ne veut connaître rien d'autre que ce présent. Alors, puisque je parlais du sourire en couverture de votre livre et du titre qui est plutôt un titre agréable, que faire pour éviter, au fond, ce qui semble, quand on vous lit, être inéluctable? Inéluctable, c'est pas tout à fait inéluctable, le gérontocide. Mais je crois qu'il faut reconnaître la vieillesse dans sa sagesse. Il faut reconnaître la vieillesse dans ce qu'elle apporte aux hommes et à la société. Mais pour que cela soit possible, il faut d'abord que les plus âgés se débarrassent de l'idéologie jeuniste et reconnaissent eux-mêmes qu'ils ont passé l'âge de la jeunesse. C'est uniquement à cette condition que les autres générations pourront prendre âme auprès des plus âgés. J'aimerais vous montrer la couverture de nos confrères de l'hebdomadaire français L'Express, Robert Edeker. L'Express qui a à sa une Luc Ferry, l'ancien ministre de l'Éducation nationale, et qui dit « Il sera possible de vivre 300 ans ». Qu'est-ce que ça vous inspire ?
Luc Ferry, ce n'est pas une fleur de rhétorique quand je dis que c'est un ami, c'est une réalité. Il sera possible de vivre 300 ans, je ne suis pas sûr du tout que ce soit une bonne nouvelle, mais en même temps, si l'on vit 300 ans, à partir de quel âge sera-t-on dans la vieillesse? Parce que ce sera possible de vivre 300 ans, mais au fond, c'est l'immortalité, parce que 300 ans, c'est une durée peut-être sans vieillesse. Mais si j'ai le temps, oui, allez-y, je peux rappeler autre chose qui me vient à l'esprit tout à coup, c'est Bossuet, dans le discours sur l'histoire universelle de Bossuet. Bossuet rappelle les temps d'avant le déluge et dit que avant le déluge, la durée de la vie humaine décroissait progressivement par punition divine. Les plus anciens vivaient 500 ans, 600 ans. Bon, alors si ce que nous tentons de réaliser par le transhumanisme réussit, c'est finalement un retour au temps antédiluvien. Si vous voulez, c'est de l'anti... c'est de l'anti-Bossuet. C'est-à-dire, on remonte à l'envers le cours de la mythologie. Alors, on a bien compris pour vous quelle était la vertu de la vieillesse, mais le problème, on pourrait vous dire aussi qu'il se pose... Parce qu'il ne se pose pas précisément parce que la durée de vie s'allonge et que ce n'est pas si naturel que ça. Au fond, il y a l'avancée de la médecine, notamment. Avant, nos aïeux vivaient jusqu'à 45 ans, puis ensuite 50 ans, 55 ans. Nous sommes des pionniers, ou nous serons des pionniers. Vous êtes plus jeune que moi, vous serez un pionnier aussi, dans la mesure où nos générations découvrent des territoires temporels nouveaux, vierges nouveaux. C'est tout ce qui s'étend au-delà de 60 ans qui n'existait pas jusqu'ici. Voilà. Alors, bienheureuse vieillesse, c'est aussi que ferons-nous de ces 60 ans nouveaux, c'est-à-dire de nouvelles générations connaîtront seront capables de faire avec la vieillesse ce que les générations précédentes n'ont pas pu connaître. Alors, je me permets d'ajouter un mot à cela. Ce que j'ai voulu faire par ce livre, c'est bien sûr penser ce temps nouveau qui s'étale devant nous, la vieillesse, mais c'est en même temps, alors ce qui est normal pour un philosophe, mais c'est en même temps la libérer, dire rendre possible au lecteur de ce livre, rendre possible la liberté, se libérer du jeunisme, se libérer... Le libre arbitre. Le libre arbitre, se libérer de l'idéologie jeuniste. Bienheureuse vieillesse, essai publié aux éditions du Rocher. Merci Robert Edecker. Je signale aussi qu'on peut lire de vous l'ouvrage intitulé Progrès, point final. C'est toujours aux éditions du Rocher. Merci beaucoup à vous d'être venu sur notre plateau, Robert Edecker. Merci. Donc, livre de pensée et de liberté. Voilà, livre de pensée et de liberté. Voilà pour votre message.